J'ai fait le lycée technique Boycon. J'ai été recruté ici en tant qu'ouvrier mécanicien. J'ai participé activement à l'installation des machines et à la fin, j'ai été promu en tant que technicien de maintenance et chef d'équipe. Je suis titulaire d'un diplôme de technicien en fabrication mécanique au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Aujourd'hui, je travaille ici grâce à mes compétences acquises au lycée. Le pilotage de drones nous a permis de faire la cartographie des superficies et aussi de détecter les maladies et les ravageurs présents dans nos différents champs. Ces parcours illustrent une réalité nouvelle. Grâce à l'enseignement technique, nos jeunes construisent leur avenir et celui de leur pays. En 2016, le secteur était dans un état préoccupant. Une faible visibilité, une marginalisation des politiques éducatives, des programmes inadaptés et des infrastructures vétustes. Donc, le FTP, l'enseignement et la formation technique et professionnelle, était perçu quasiment comme une voie de repli pour les élèves qui étaient en difficulté. Et le dispositif était fragmenté et inégalement réparti sur le territoire, privant ainsi de nombreux jeunes, surtout dans les zones rurales, d'une formation de qualité. Le diagnostic 2017-2018 a mis en évidence une gouvernance défaillante et sans réelle vision stratégique, des curricula obsolètes, peu connectés aux besoins du marché, une insertion professionnelle quasi inexistante pour les diplômés. Donc ces constats ont justifié la nécessité de mettre en œuvre des réformes profondes. Le gouvernement a souhaité qu'on lance des études de faisabilité dans les 5 secteurs économiques prioritaires que sont l'agriculture, le numérique, le tourisme, hôtellerie, restauration, le cadre de vie, infrastructure et transport, l'artisanat et l'énergie. Donc ces études de faisabilité étaient lancées et avaient pour objectif d'identifier le besoin d'emploi à l'horizon 2030, par conséquent les besoins de formation. C'est ça qui nous a permis de travailler pour savoir quel type d'établissement nous allons mettre en place et combien d'établissements nous allons mettre en place pour effectivement inverser la tendance pour que notre économie puisse disposer des ressources humaines de qualité. Conscient que la jeunesse est la plus grande richesse nationale, le gouvernement du Bénin mise résolument sur le savoir-faire des jeunes. D'importants investissements ont été consentis. Construction et réhabilitation de lycées techniques modernes, équipement en matériel de pointe, refonte des curricula pour mieux répondre aux besoins réels du marché de l'emploi. Le PAG1, donc la première phase, a posé les bases d'un changement structurel, c'est-à-dire l'adoption de la stratégie nationale de l'EFTP en 2019, la création de l'Agence de développement de l'enseignement technique, donc l'ADET, comme cadre institutionnel, la refonte donc des curricula et l'introduction de l'alternance. La mobilisation aussi des financements, surtout les financements extérieurs, et maintenant la mise en place d'une gouvernance orientée performance. La réforme, c'est 3 éléments réunis. Il y a le bâtiment qui va habiter avec les équipements, il y a les enseignants qui vont être forts, qui vont animer la formation, et il y a les programmes de formation qui vont être. Il fallait changer effectivement l'approche entre l'école et l'entreprise, puisque désormais c'est pour l'entreprise que nous formons. Donc plus de proximité entre l'entreprise, donc le milieu professionnel et le milieu éducatif. Ce rapprochement doit pouvoir induire le changement de programme de formation pour que le contenu de formation soit en adéquation avec ce que veut désormais le marché du travail.
La deuxième phase, le PAG2, les résultats sont plus tangibles et ils sont de plusieurs ordres. D'abord, au niveau des infrastructures, nous avons la construction du lycée technique professionnel de Bopa et la création de l'école des métiers du numérique. Et pour ce qui est des équipements, il y a des laboratoires modernes, le plateau technique de l'UMN. La voie s'ouvre désormais aux métiers d'avenir, aux secteurs stratégiques, porteurs de prospérité et de transformation nationale. L'école des métiers du numérique est particulièrement chanceuse parce que le gouvernement a mis gracieusement à notre disposition un laboratoire de classe vraiment internationale qui nous permet de former correctement nos étudiants. Ce laboratoire est équipé des équipements de dernier cri. L'école a été créée depuis 2020 par décret pris en Conseil des ministres. Et sa mission principale, c'est faire du Bénin pôle de développement numérique au Bénin et dans la sous-région. Former la jeunesse dans les nouveaux métiers du numérique pour leur donner une chance d'avoir leur premier emploi. Je fais ma formation de référent digital à l'UMN pour devenir référence dans la communication, la transformation des entreprises dans le digital. Je pense que ma formation ici me garantira une place de marketing digital. Avoir ceux qui ont fini et avec tout ce qu'on a eu à entendre sur la formation, je pense que c'est vraiment le lieu idéal pour se faire former. Une fois que nous finissons cette formation, on serait certifié dans plusieurs métiers. On a le choix vraiment d'exercer sur le terrain, voire même aider beaucoup les entreprises et d'autres services publics. J'aurai plein d'opportunités de travailler, de servir mon pays avec cette formation. Parce que, en tout cas, chez moi, je peux dire que cette formation serait la bienvenue. Vous faites les affiches à l'entreprise. Cette formation met à leur disposition 4 blocs de compétences principales et chaque compétence prise individuellement constitue pour eux un métier. Toutes les formations de l'école des métiers numériques en général sont des formations carrément 93-95% pratiques. À la fin de chaque formation, ils vont directement en entreprise pour une immersion. Cette immersion fait partie de la formation. Ce qui a bougé, c'est que nous avons fondamentalement organisé en 2024 ce qu'on peut appeler le symposium du secteur privé sur les rôles et responsabilités que le gouvernement entend leur assigner dans la conduite de sa réforme. Un nouvel acquis dont on peut parler, c'est de regarder un peu au niveau des établissements et de leur positionnement, quelles sont les entreprises sectorielles qui interviennent dans leur champ de formation. Et donc nous avons comme responsabilité également de réseauter les entreprises autour des établissements par rapport à leur offre de formation. À la date d'aujourd'hui, nous avons réussi à mettre en réseau au niveau de tous les établissements d'enseignement technique agricole. Nous avons fait le même travail au niveau des centres de formation professionnelle d'apprentissage, les CFPA. Les 12, on a réseauté autour de ces centres de formation professionnelle les entreprises artisanales avec lesquelles ils travaillent pour les mettre ensemble. Les enseignants sont au cœur de cette révolution silencieuse mais profonde. Sur le plan des ressources humaines, je peux évoquer le recrutement de 662 aspirants enseignants, la formation de 70 inspecteurs et de 273 conseillers pédagogiques, le renforcement de capacités de 150 gestionnaires d'établissements. Le gouvernement a donné les orientations afin que 60 élèves professeurs certifiés soient recrutés et 24 ont été mis en formation en France. Et ces 24-là sont arrivés depuis le mois de juillet dernier et sont actuellement sur le territoire national. En France, nous avons reçu la compétence d'être formateur des formateurs. Et je peux intervenir en maintenance des véhicules de transport routier. Je peux intervenir en maintenant des engins de travaux publics. Pour les 670 qui ont été recrutés en 2022 dans le domaine de l'agriculture, ils ont été formés à l'Université nationale d'agriculture de Kétou avec l'appui de l'expertise de l'Université de KwaZulu-Natal. L'objectif est clair.
offrir aux jeunes béninois des formations pratiques adaptées aux exigences de l'économie contemporaine et capables de stimuler l'innovation sur toute l'étendue du territoire. Nous avons acquis des pratiques que nous n'aurions jamais espérées et que nous comptons vraiment mettre à contribution des jeunes apprenants des lycées techniques agricoles. Nous avons au total 12 métiers. Chacun de nous est spécialisé de façon pointue dans telle activité. Ce n'est plus pas comme le passé. Aujourd'hui, quand chacun de nous sommes aguerris, habilités à développer des compétences réelles, visibles sur le terrain dans ce métier-là. La phase technique nous a permis d'avoir des compétences en agriculture de précision. Et c'est des compétences bien pointues. Nous avions eu à installer un plateau technique qui nous a permis de maîtriser les différentes étapes de l'installation de chaque culture. Les jeunes sortiront avec un profil de réels professionnels des métiers et non des diplômés sur papier. Grâce au PAG, l'ANSET a eu son site. En 3 ans, l'effectif est passé de 672 à un peu plus de 1600. Et tous les enseignants qui sont dans nos lycées techniques sont formés ici. Un étudiant qui sort de l'ANSET a une triple casquette. Il est d'abord formé de préférence pour aller enseigner dans nos lycées techniques, mais il n'enseigne que ce qu'il a appris. Il n'enseigne que ce qu'il est dans le domaine technique. Deuxièmement, les produits de l'ANSET peuvent se retrouver dans les entreprises publiques comme privées. Et troisièmement, ils peuvent s'auto-employer parce qu'ils ont une formation au métier. Tout est beau aujourd'hui, mais si nous remontons à 4 ans en arrière, nous travaillions vraiment avec les moyens du bord. Nous n'avions ni labo, ni atelier, ni salle informatique. Qui parle de GED dit l'utilisation d'un certain nombre de matériels, notamment le matériel devant servir à la numérisation. Vous avez ici 2 scanners. L'objectif, c'est que vous soyez en mesure de manipuler n'importe quel matériel. Désormais, dans nos enseignements, après les cours théoriques, nous allons en simulation d'abord. C'est justement ce que font nos apprenants juste derrière nous. Et après la simulation, nous allons dans les ateliers pratiques pour véritablement confirmer les résultats que nous avons déjà eus d'abord en TD, puis en simulation et finalement en travaux pratiques. Désormais, nous réussissons à faire de bout en bout toute la chaîne. Chers apprenants, nous sommes à la fin de ce premier TP et vous allez veiller à la sauvegarde correcte de vos fichiers de simulation pour qu'on puisse les récupérer après pour... Si on veut faire un technicien de pont et chaussée, quelles sont les compétences qui sont nécessaires à avoir? Comment on répartit ces compétences-là tous les 6 mois, par exemple, de manière à ce que quand il finit 6 mois, il puisse dire « moi, je suis une capacité de faire ça ». Après, il ajoute un autre, pour faire le diplôme. Mais le type peut être en formation et déjà faire valoir une partie de ses compétences et qui lui donne d'abord l'assurance que je suis sûr que si je finis, je vais trouver du travail. Et en même temps, ça rassure l'entreprise que, ah oui, l'école, ce que fait l'école rime bien sûr avec ce dont j'ai besoin. Vous voyez, avant, c'est pas ça. Donc aujourd'hui, on quitte l'approche curriculaire pour aller vers l'approche modulaire. Là où j'ai fait les stages académiques, mes patrons, s'ils ont des boulots sur les chantiers, ils m'appellent des fois et je les accompagne, on travaille. Là, je gagne un peu aussi. Dans le pays maintenant, on peut dire que c'est l'enseignement technique qui domine. On n'a plus, le CEG n'est plus à la mode. Nous sommes des secrétaires de qualité en devenir. Tout ceci grâce à la formation de qualité que nous recevons ici. Actuellement, maintenant, si nous prenons l'exemple, nous sommes en train de faire le cours sur la dématérialisation, la gestion électronique des documents. Dans l'enseignement technique, ce qui compte, c'est l'insertion
ce n'est pas les résultats au bac, tout ça là. Les enfants doivent être suivis et en fin de compte, ils doivent trouver un métier. C'est quand ils ont trouvé un métier que nous avons accompli notre mission. Et dans cette évolution qui a commencé, il y a la spécialisation. Par exemple, dans le futur, ce qui est prévu pour le lycée technique et professionnel de Kandi, c'est les métiers des secteurs des bâtiments et travaux publics et la maintenance des véhicules automobiles. Le lycée agricole de Banikwara est l'un des lycées qui doivent être réhabilités. Ce qui va surtout changer, c'est que la formation serait beaucoup plus pointue. Ce n'est pas aujourd'hui où nous formons dans les spécialités, on ne parlera plus de spécialités, mais on parlera plutôt de métiers. Désormais, le lycée de Banikwara sera spécialisé dans la production des plantes à fibres et textiles, dans l'aviculture, c'est-à-dire l'élevage des volailles, dans la cuniculture, l'élevage des lapins, et dans l'élevage non conventionnel. Il aura également la culture vivrière et légumineuse. Et à côté de cela, l'unité économique à vocation pédagogique sera un secteur où la production sera faite à grande échelle. Ce sera une innovation qui ne dit pas son nom. La réhabilitation du lycée agricole de Banikwara maintenant là, nous les producteurs, ça va nous avantager beaucoup. Parce que si tu es un cultivateur, tu peux prendre ton enfant pour amener à lycée agricole, de lui former. Et lui-même, s'il vient à la maison, il va te prendre à cultiver pour que ton rendement soit élevé, quoi. Nous formons les produits pour ces lycées-là. Si nous ne sommes pas en partenariat, dans un tandem intelligent, la formation que nous donnons ici risque d'être en déphasage avec les besoins réels de nos lycées. Et au-delà de nos frontières, nous avons des partenariats à l'étranger. Nous avons un partenariat avec une structure canadienne qui s'appelle Catalyst et un expert canadien. Par le biais de ce partenariat, vient pour nous donner des appuis techniques ici, aussi bien pour renforcer les capacités du personnel enseignant qui interviennent ici, mais également nous renforcer au niveau d'un certain nombre de plateaux techniques en hôtellerie-restauration. Et il y aura également à travailler avec nos étudiants pour des pratiques. Nous sommes en train de développer un partenariat avec la Chambre des métiers du Pays de la Loire en France pour envoyer certains de nos étudiants là-bas en immersion. Ce que nous avons pu faire aussi, nous avons essayé de mettre en place ce qu'on appelle les commissions techniques sectorielles. C'est-à-dire pour chaque secteur d'activité, on a identifié qui sont les acteurs clés économiques qui doivent peser dans la prise de décision en matière de l'orientation de formation pour que ce qui va se donner dans nos établissements corresponde le mieux possible aux besoins du secteur économique. Le Cadre national de concertation pour la promotion de l'ETRP a essayé de mettre en place à l'échelle des territoires, c'est-à-dire les départements, ce qu'on appelle les comités locaux d'appui à la promotion de l'ETRP. Et ces comités locaux ont pour responsabilité d'analyser à l'échelle du territoire quels sont les besoins en formation pour pouvoir les remonter au niveau national. Aujourd'hui, des milliers de jeunes filles et garçons bénéficient de ces opportunités nouvelles. Ils acquièrent des compétences concrètes, trouvent plus facilement des stages, s'insèrent sur le marché du travail. Beaucoup deviennent entrepreneurs, contribuant à bâtir un Bénin moderne et compétitif. Les résultats sont encourageants. Par exemple, 100% des 151 diplômés de l'UMN ont trouvé un emploi. C'est un exemple concret. La G10 est devenue en quelque sorte aussi un débouché, ou en tout cas en train de devenir un débouché majeur pour les jeunes techniciens dans des métiers tels que l'électricité industrielle, la mécanique, l'agroalimentaire ou encore les BTP. Quand je viens le matin, je fais un tour sur toutes les lignes, je vérifie l'état des machines, la propriété et j'interviens sur les machines qui ont des pannes. Je suis
électrotechnicien. Je travaille à la GDZ, précisément à Bénin Textile, en tant que technicien de maintenance. Et sans mentir, je suis très fier de ce que je fais parce que je ne m'attendais pas à ça. Je suis diplômé de l'Institut national de technologie industrielle de l'OCOSA. Avec la formation que j'ai reçue en technique avant de venir ici, ça m'aide à faire face aux défis réguliers chaque jour en face des machines et également dans le management de mon équipe. Je pense qu'avec la révolution industrielle du Bénin en ces décennies, il est quasi impossible de faire la technique et de chômer. Le lien entre formation et emploi est renforcé. Les entreprises deviennent partenaires des écoles, offrant stages et opportunités professionnelles. C'est toute l'économie nationale qui bénéficie de cette dynamique nouvelle. Des entreprises trouvent désormais une main-d'œuvre qualifiée, des start-up voient le jour et l'innovation locale se développe. Ce sont des domaines dont notre pays a besoin pour se construire. Donc, c'est des domaines où il ne manquera pas d'emplois. Donc, on réglera en même temps la question du chômage et on valorisera le capital humain par cette stratégie. Nous avons eu des artisans qui ont travaillé au chic sur un matériau qu'on appelle le Gerflex, qui ont vraiment bien travaillé. Vous avez vu les infrastructures du chic. Dès qu'ils ont fini, ils ont été recrutés au Maroc. Ils sont actuellement sur un chantier d'un grand hôpital au Maroc pour dire qu'en fait, l'opportunité de l'emploi, ce n'est même pas exclusivement réservé au Bénin. Ça peut les emmener par l'excellence qu'ils auront acquis, par la spécificité des métiers qu'ils auront acquis, à voyager, à avoir des opportunités un peu partout. L'enseignement technique devient clé du développement et de l'autonomie nationale. Chaque infrastructure construite, chaque enseignant formé, chaque apprenant inséré est une victoire collective. Le processus d'édification d'une nation moderne et prospère suit résolument son cours. Les défis sont réels, mais les perspectives prometteuses. Pour ce qui concerne les chantiers qui restent, je peux évoquer en priorité l'achèvement de la couverture nationale avec les lycées techniques dans toutes les régions, la finalisation des grandes infrastructures en cours, le renforcement de la formation des formateurs et l'approche numérique, la mise en place du système national de certification professionnelle reconnu dans la sous-région et la consolidation du lien formation-emploi et promouvoir l'auto-emploi des jeunes. Actuellement, avec l'accord du gouvernement, nous sommes dans la dynamique de recruter à peu près 320 à envoyer à l'extérieur pour leur formation. Ces 320 seront formés, parmi les 320, certains seront formés probablement au Brésil et d'autres au Maroc. Nous sommes en train de travailler aussi avec l'Office de la formation professionnelle de la promotion du travail afin que 20 de nos enseignants qui sont en situation de classe soient envoyés en renforcement de capacité au Maroc. Lorsque la décision avait été prise en 2020-2021 de construire de nouveaux établissements, de changer tout ce paradigme-là, il y a eu que la nécessité de bien faire a ralenti un peu le calendrier, de manière à ce que, on n'ait pas pu arriver à construire encore. On n'a pas travaillé sur le factuel, ça c'est encore une fois, mais sur le socle, il y a plein de choses qui ont été faites, c'est-à-dire tout ce qui concerne un peu les trucs qu'on ne voit pas, l'amélioration de l'employabilité de ceux qui vont être formés désormais dans ces établissements-là. Beaucoup de choses sont en train d'être faites dans ce sens-là. Les programmes sont réalisés, les professeurs sont en train d'être formés, et puis ensuite on est en train de tisser ce partenariat entre l'école et l'entreprise. Des tests d'application sont pris, des tests d'application de la loi cadre. Et cette loi cadre a forcément des implications en termes de prise de décret, en termes de prise d'arrêté. Il y a un décret qui est pris pour le statut de l'établissement. Et il y a un autre décret qui est pris pour affiner le financement de nos établissements. Et donc voilà autant de textes qui sont pris et qui donnent la garantie qu'on est en train d'aller vers un chemin de non-retour
C'est un gouvernement responsable. Les financements étant mobilisés, les partenaires étant disposés à nous accompagner et le budget national aussi a beaucoup contribué à ces éléments parce que je voudrais préciser que tout ce qui est étude a été financé par le budget national, c'est qu'il n'y aura pas d'éléphant blanc. Je voudrais demander seulement aux populations béninoises d'être un peu patients. Ces lycées vont sortir des terres, seront bien équipés, auront les enseignants, les formateurs qu'il faut pour assurer les formations de qualité de nos enfants, de nos jeunes frères, de nos parents. Aux jeunes, je voudrais dire que ces réformes sont une chance réelle pour leur avenir, pour leur débouché d'emploi. Et aux jeunes filles en particulier, je voudrais dire d'oser aller vers les métiers scientifiques, donc de s'intéresser également avec beaucoup d'applications et d'assiduité aux matières scientifiques, tout ce qui est technique, parce que c'était des domaines autrefois réservés uniquement aux garçons, aux hommes. Et elles y ont également toute leur place et tout leur avenir. Nous sommes assez satisfaits et nous remercions chaleureusement tout le dispositif mis en place dans le cadre du PAG. Le gouvernement béninois est résolument engagé à poursuivre la réforme de l'enseignement technique et professionnel. Et chaque jour, nous travaillons à moderniser les infrastructures, à diversifier les filières, à renforcer la formation des enseignants, à rapprocher l'école du monde productif. Le chemin est tracé, les bases solides sont déjà posées et vous pouvez avoir confiance. L'avenir de l'ERPP sera encore plus prometteur. Former, bâtir, transmettre. La jeunesse est en marche et c'est tout un pays qui avance. Avec détermination, le Bénin prépare aujourd'hui les bâtisseurs de demain.